Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous serons prêts à décoller dans 3, 2, 1. Vivre dans un vaisseau spatial ressemble au sujet rêvé d'un film de science-fiction, mais se précise peu à peu comme le plan envisagé pour un futur lointain. Imaginons ce qu'il en serait. Sans plus attendre, nous commencerons par la lumière. Sur Terre, grâce à l'atmosphère, le ciel disperse la lumière du soleil. Nous recevons donc de la lumière de différentes directions. Il y a ensuite les ombres, le contraste et la lumière ambiante. Dans un vaisseau spatial, cependant, il n'y a pas de ciel pour créer cette lumière d'ambiance. Lorsque tu te trouves dans un vaisseau spatial à l'intérieur du système solaire, un côté du vaisseau peut être éclairé par le soleil, ou une autre étoile, et un côté peut demeurer dans l'ombre. C'est ce que l'on observe dans les croissants de la Lune. Si ton vaisseau spatial parvient à s'éloigner de tout système solaire, tu risques de devoir dire adieu à la face illuminée du vaisseau. Tu seras très loin de toute étoile, et le vaisseau volera donc dans l'obscurité la plus totale. Mais ne t'inquiète pas, nos technologies de pointe trouveront probablement un moyen d'imiter la lumière du soleil. Les concepteurs placeront peut-être des panneaux lumineux à LED semblables à des fenêtres, et les habitants du vaisseau ne verront pas trop la différence. Qu'en est-il des gens ? Une étude a révélé qu'un équipage de 160 personnes pouvait constituer une population viable pendant environ 200 ans. L'important est de sélectionner les membres de l'équipage à partir d'un large pool génétique. Aucun passager ne devrait être plus proche que des cousins au 6e ou au 7e degré. Ça, c'est une projection de notre époque. Mais qui sait, peut-être que des centaines d'années plus tard, des pays entiers vivront dans un seul et même vaisseau spatial. Ton voisin sur Terre deviendra ton voisin dans l'espace. Cela me rappelle la scène de Thor, Ragnarok, où les Asgardiens qui ont survécu à Hellas s'échappent avec le vaisseau du grand maître et se rendent sur Terre pour s'y installer. Peut-être irions-nous sur Proxima Centauri b. C'est une exoplanète, le terme employé pour définir les planètes situées au-delà de notre système solaire. Proxima b se trouve dans un autre système stellaire, et certains scientifiques pensent qu'elle a du potentiel. On pense qu'il est possible que de l'eau liquide existe à sa surface. C'est important, parce que cette planète est notre exoplanète voisine la plus proche. Oui, la plus proche. Mais elle se trouve à près de 40 000 milliards de kilomètres de nous. Pour mieux comprendre cette proximité, on va te donner une comparaison. Actuellement, l'un de nos vaisseaux spatiaux les plus rapides, à savoir New Horizons, atteint une vitesse vertigineuse de plus de 50 000 km/h. Mais même avec cette vitesse, il lui faudrait des milliers d'années pour atteindre Proxima b. Espérons que nous aurons trouvé comment déformer l'équation de l'espace-temps d'ici là. En étant réaliste, c'est la première option qui semble la plus probable. Supposons que nous fassions le voyage avec nos vaisseaux spatiaux les plus rapides. Il s'agirait encore d'un voyage de quelques centaines d'années. Cela nous amène à un autre problème mineur, la durée de vie des humains. Un même équipage ne pourra pas aller jusqu'au bout du voyage. Ici, les vaisseaux générationnels s'imposent comme une solution. Une communauté d'adultes entre dans le vaisseau, puis leurs enfants et les enfants de leurs enfants, jusqu'à ce que l'humanité atteigne enfin la nouvelle planète. Il existe deux autres solutions. Si les chercheurs parvenaient à faire vivre les gens pendant des siècles, nous n'aurions pas besoin de ces vaisseaux générationnels. De même, il pourrait exister un système permettant de congeler les gens. Il faudra 20 000 personnes pour démarrer une population saine sur une nouvelle planète. Pour l'instant, je veux m'en tenir au premier scénario. Voici comment on vivrait dans un vaisseau spatial générationnel. Les rencontres ne seraient pas aussi romantiques que sur Terre. Il y aura probablement un généticien qui régulera notre reproduction. La liberté de choix, en général, serait réduite. Les règles seront strictes. Dans chaque génération, il y aura certaines tâches à gérer. Quelqu'un devra bien être médecin et quelqu'un d'autre devra être plombier. Les nouvelles générations pourraient être soumises à des tests de planification de carrière. Chacun se verrait attribuer une profession en fonction de ses mérites, de ses aptitudes, de ses passions et des emplois disponibles. Ça me rappelle un peu Snowpiercer, mais avec un peu de chance, les choses se passeraient plus humainement dans cette version. Les gens ont tous besoin d'eau, et ils créeront des déchets. D'ici là, nous ne dépendrons peut-être plus du plastique. De plus, le recyclage se fera peut-être à un autre niveau. Pourtant, nous aurons bien besoin d'eau. Un être humain en bonne santé a besoin de près de 1200 litres d'eau par an. Ce n'est pas comme s'ils s'arrêtaient sur une planète pour remplir leurs réserves d'eau. Comment les habitants des vaisseaux spatiaux peuvent-ils résoudre un tel problème ? Eh bien, il existe déjà des systèmes permettant de recycler les déchets des astronautes en eau douce.
Le prochain problème est celui de l'infirmerie. Un vaisseau spatial peut ne contenir pratiquement aucune bactérie ou microbe, mais les gens en ont besoin pour renforcer leur système immunitaire. S'ils sont trop confinés et atterrissent sur une planète étrangère, ils peuvent avoir du mal à faire face aux conditions potentielles qui y régneront. Le blindage est également important. L'espace lointain est hautement radioactif. Notre planète dispose d'un champ magnétique qui nous protège de ces ondes qui grillent l'ADN. À l'extérieur, le vaisseau spatial aura besoin d'un solide bouclier. Peut-être pourrons-nous créer une sorte de champ de force? La NASA travaille sur des systèmes permettant de faire pousser des plantes dans l'espace. Nous verrons probablement des sections spéciales dédiées à l'agriculture et à l'élevage. J'ai l'impression que ce type de vaisseau transporterait aussi des échantillons de flore et de faune. Qui sait, il y aura peut-être des parcs spécifiques et différents mini-écosystèmes. Ce serait excellent pour la santé mentale des personnes à bord du vaisseau. C'est bien de préserver l'existence de la race humaine, mais les crises existentielles peuvent perturber les passagers. Ils pourraient ainsi manger leur sandwich de l'espace dans le parc et se détendre un peu au son du gazouillis des oiseaux. Pas seulement un jardin, mais les plus jeunes passagers pourraient avoir besoin d'une aire de jeu et d'une école, enfin, dans ce cas précis, de cabines afin de s'instruire. Ils auront probablement un tout nouveau programme scolaire. Comment rester en vie sur une planète étrangère, niveau CE1. D'ici à ce que nous ayons un tel vaisseau, l'IA et les robots de haute technologie seront probablement plus en vogue que jamais. Il pourrait y avoir des robots qui se répliquent d'eux-mêmes. Nous pouvons envoyer ces robots sur notre nouvelle planète potentielle à l'avance, puis voir ce qu'il advient. Nous pouvons même envoyer des équipes de robots sur plusieurs planètes et voir laquelle présente le meilleur habitat. Je l'admets. Les vaisseaux générationnels ressemblent à une idée tirée des superproductions hollywoodiennes, mais il existe une initiative baptisée le 100 Year Starship Project. Mark Millis, fondateur de la TOE0 Foundation, est l'un des participants de ce projet. Ils ont conçu une sonde baptisée Icarus. Elle a la capacité théorique d'accélérer jusqu'à un 10e ou un 5e de la vitesse de la lumière. Bien que le design actuel d'Icarus ne soit pas particulièrement élégant, vu qu'il ressemble à un mastodonte de la taille d'un gratte-ciel composé principalement de rangées et de grappes de réservoirs de carburant sphériques, Millis explique qu'il ne s'agit pas d'une représentation définitive de ce à quoi un vaisseau interstellaire pourrait ressembler, mais plutôt du design le plus logique dans un premier temps. Lorsqu'il s'agit de concevoir des vaisseaux spatiaux pour les humains, la gravité est un élément clé à prendre en compte pour prévenir l'érosion de la densité osseuse et musculaire. La solution consiste à générer la gravité avec une cabine rotative ou une centrifugeuse. Mais celle-ci doit être suffisamment grande pour simuler en permanence la gravité terrestre afin d'éviter la désorientation et d'autres problèmes de santé. Existe-t-il un plan d'arrivée, en supposant que nous nous rendions sur Europe ou Proxima B? L'équipage et les passagers doivent être préparés à différents scénarios. Ils doivent disposer d'équipements pour scanner le territoire, voire d'armes d'autodéfense pour se protéger de formes de vie potentiellement hostiles. Une fois qu'ils seront arrivés à bon port, ils auront également besoin d'outils pour construire leur nouvelle maison. Lorsqu'ils arriveront enfin sur leur nouvelle planète, ils pourraient mettre en place une technologie avancée, permettant de se rendre sur les planètes alentours. Salut maman, je t'ai rapporté un caillou en souvenir de la surface de Mars. De nouvelles professions pourraient apparaître, comme guide de voyage spatial en direct, et nous pourrions avoir besoin d'un type de document, comme un visa, pour visiter d'autres planètes habitables. Une pluie de météorites est attendue, alors restez dans votre base pendant les 2 prochaines années, dit le présentateur du journal télévisé. D'accord, je vais me calmer. Alors, comment imaginerais-tu un vaisseau capable de transporter les humains d'un système solaire à l'autre? Aurait-il des ailes, ou ressemblerait-il à une fusée? Dis-nous en plus sur le look qui te vient à l'esprit.